Hello tout le monde, bienvenue à Real Insiders, la podcast dédiée à l'innovation, le marketing et la PropTech de l'immobilier suisse et suisse romand d'aujourd'hui et de demain. L'ambition de cette podcast est de proposer du contenu à haute valeur ajoutée en liaison avec l'actualité immobilière et porté par des Real Insiders, donc des experts qui partageront leur expérience et savoir-faire. Bonjour Timothée. Bonjour Joël. Enchanté de faire ta connaissance et merci d'avoir accepté de participer au podcast Real Insiders. Merci à toi, plaisir d'être là. Merci beaucoup. Et premièrement, pourrais-tu te présenter en quelques mots ? Avec plaisir. Timothée, moi j'ai 31 ans, je suis originaire de la Côte, sur le canton de Vaud, et j'ai commencé en immobilier tout jeune, donc avec un apprentissage quand j'avais 15 ans, dans une régie à Genève où j'ai passé la plupart de ma carrière, avec un petit aller-retour sur le canton de Vaud de quelques années aussi, à Puy, ici où on est aujourd'hui. Génial. Et puis du coup, peux-tu nous parler de tes débuts finalement ? Alors là, tu l'as un peu introduit, tes débuts dans le domaine de l'immobilier et de ce qui t'a motivé à choisir cette carrière finalement. Alors l'histoire est assez rigolote. J'avais mon grand-père qui était un acteur dans l'immobilier, qui était dans le bâtiment, qui s'est reconverti dans l'immobilier dans les années 90, 80-90, qui était assez paternaliste comme ça. Donc il nous avait une tête et demie plus que moi. Et j'avais, je pense, 13 ans. Et il me dit Tim, je te vois bien dans l'immobilier, je te vois bien régisseur. À l'époque, à 13 ans, je sais pas du tout ce que c'était un régisseur. Donc il m'explique grosso modo qu'est-ce que c'est un régisseur. Il avait quand même un don de pouvoir un petit peu lire les gens. Donc il m'envoie à 14 ans dans une régie découvrir un petit peu via ses contacts. En stage. Donc j'ai fait un stage pour voir un peu ce que c'était. J'ai adoré. Il faut savoir aussi que je suis très peu scolaire de base, donc j'avais beaucoup de difficultés à l'école. Okay. Donc quand je suis arrivé en apprentissage, c'est ce que j'ai commencé après. Même en stage, j'ai bien vu que le monde professionnel m'allait beaucoup mieux. On me jugeait plus sur ce qu'on devait faire de nos mains, de notre tête qu'à l'école. Donc c'était vraiment plus. Il avait le nez fin, on peut dire. Il avait le nez fin. Ouais, alors pour ça, il avait pas qu'avec moi d'ailleurs, mais bravo à lui en tout cas, et je pense beaucoup à lui d'ailleurs. Dans toute ma carrière, je pense qu'il m'a beaucoup poussé au début. C'était très apprécié. Génial. Nos auditeurs les savent peut-être pas, mais aujourd'hui, tu as seulement 30 ans. T'es CEO de Gero Finance, une entreprise d'environ 300 collaborateurs. C'est une association pour moi qui est assez fulgurante. Il y en a pas énormément de gens qui, à cet âge-là, gèrent autant de collaborateurs dans une société de renom qui est connue dans la place. Comment tu l'expliques ? Est-ce que c'est le travail et l'assiduité qui paye finalement ? Alors, en partie, ça serait mentir de dire qu'il y a que ça, mais sans du travail, sans l'assiduité, sans un petit peu des longues heures au bureau, c'est je pense pas faisable, en tout cas pas dans l'immobilier. Donc oui, faut être impliqué. Mais de nouveau, il n'y a pas que ça. Je pense que j'ai eu quand même beaucoup de chance dans mon parcours d'être entouré, d'avoir été pris avec des mentors d'immobilier qui étaient vraiment des experts dans leur domaine, particulièrement 3 qui m'ont poussé, qui étaient mes responsables respectifs dans ma carrière. Et je pense que ça m'a beaucoup aidé en termes d'apprentissage, et puis surtout des personnes qui poussaient sans trop de retenue, qui poussaient les gens en avant. Et pour ça, j'en suis aussi très reconnaissant. Et puis faut être curieux, faut un peu de débrouillardise. On a souvent un peu peur, et c'est ce que je dis à plein de mes collaborateurs, on a souvent un peu peur de monter, faut que tout soit carré, mais des fois faut un petit peu monter les manches, faut oser, faut y aller. Ça demande beaucoup d'implication, et ça demande 2-3 nuits blanches, 2-3 sueurs froides quand même. À un moment donné, de pouvoir un peu se débrouiller, mais la débrouillardise, la curiosité, c'est un petit peu les éléments, en tout cas, je pense, qui m'ont beaucoup aidé, accompagné bien sûr de professionnels et de cadres d'immobilier. Puis bon, on apprend que à travers les erreurs et pas que à travers nos réussites. Oui, ça c'est sûr. C'est en faisant les erreurs qu'on apprend. C'est souvent on apprend beaucoup mieux en faisant les erreurs. Et plus rapidement généralement. Et plus rapidement, exactement. Trop bien. On va aborder un point qui est pas très agréable, mais en 2022, Yvon Fluman, votre ancien directeur, perd tragiquement la vie et était nommé directeur en octobre 2023. Comment tu as vécu ce tragique événement et géré finalement cette transition d'un an ? Comment finalement tu arrives là, à ce moment-là, et t'es nommé un an plus tard Oui, c'était une période pas très évidente pour Gero Finance, ça c'est assez sûr. En sachant que, alors Yvon Fluman, on parlait des 3 personnes qui m'ont cadré, à qui je dois ma place aujourd'hui, il en fait bien sûr partie. Je l'ai connu finalement assez peu de temps, mais on a
très vite très bien fonctionné ensemble. Oui. Il m'avait engagé à la base pour j'étais venu d'ailleurs postuler par la petite porte avec un projet de création de services énergétiques, de valorisation d'immeubles. Il m'avait je pensais qu'il avait adoré le projet, mais je pense pas maintenant avec un peu de recul, parce qu'il m'a laissé que 30 jours chrono en main dans ce poste-là, avant de m'envoyer à Appui comme responsable d'agence de Puy, qui est la deuxième plus grosse agence qu'on a chez Gérofinance. Et puis 6 mois plus tard, c'est là où ce malheureux et tragique accident est arrivé, qui a fait vraiment un trou important. Il faut savoir qu'Yvan Fluman, comme j'ai pu le vivre pendant ces 6 mois, et ça a été des années, voire des dizaines d'années pour certains collaborateurs, c'est quelqu'un qui mettait les gens en avant, qui avait le cœur sur la main, et tous ceux qui ont pu travailler avec, je pense, le confirmeront. Et du coup, ce qui a fait d'autant plus un trou d'autant plus important dans notre organisation, sur le côté humain, qui était dramatique. Il y a quand même du positif dans le négatif. On a pu resserrer, on le sent toujours aujourd'hui, les cadres ou les collaborateurs, souder les gens vers autour de cette tragédie, qui a été, si on essaie de retrouver du positif, même si c'est difficile à en trouver, mais ça serait en tout cas un point à relever, qui était assez beau, et dont on tire toujours un peu les fruits, et on voit que dans ces périodes des périodes difficiles, on a réussi à trouver un petit peu d'autres chemins. Concrètement, c'est malheureux dans toutes ces tragédies, que ce soit familiales, professionnelles, la vie continue. Concrètement, il y a une régie, les immeubles tournent, les locataires partent, les loyers sont payés, donc faut que ça tourne à peu près 2 jours après, faut que tout fonctionne. Oui. Donc c'est ce qui s'est passé, en sachant qu'Yvan Fluman venait de prendre le poste, il était directeur Gérofinance, venait de prendre le poste Gérofinance Régie du Rhône. C'est donc Jérôme Félicité, notre président de l'époque, qui avait repris la casquette de directeur général à l'intérim, et j'ai été poussé un peu par des cadres qui voyaient un peu ce que je faisais à Puy, qui appréciaient, je pense, mon travail, en tout cas ce qu'ils en voyaient, donc qui m'avaient dit, mais allez, est-ce que ça serait pas toi le prochain directeur général? Parle-en avec Jérôme. Donc de nouveau, j'ai postulé, pris mon bâton de pèlerin, discuté avec lui. Puis cette troisième personne, c'est bien sûr Jérôme qui m'a porté au chier. Alors pour ceux qui le connaissent pas, c'est quelqu'un qui est, je pense qu'il est assez connu. Je pense qu'il est assez connu. C'est quelqu'un dans sa profession qui va vraiment pousser les gens en avant. On est souvent dans le monde de l'immobilier, autour de structures, on va dire plutôt vieillissantes, en tout cas qui est très axée sur une personne qui est souvent le noyau, très souvent d'ailleurs familial, qui dirige beaucoup l'entreprise, un peu tout ce qui s'y passe. Je schématise négativement, mais on le voit dans plusieurs entreprises. Alors c'est exactement l'opposé de Jérôme. Il est là au conseil, il est là pour nous soutenir, il va nous pousser en avant un maximum. Par contre, il nous donne les clés du camion, l'ingérence pour lui, faut que ça roule. Et les responsabilités, c'est nous qui les prenons. Et donc je suis tout à fait retrouvé là-dedans, et c'est comme ça que j'ai pu reprendre en février déjà 2023 le poste de directeur général adjoint avec lui, que j'ai repris donc de retour à Genève au siège. Il m'accompagne toujours d'ailleurs, mais en tant que directeur général adjoint jusqu'en octobre, où j'ai repris les rênes de l'entreprise. Il est revenu comme c'était prévu initialement, président du conseil d'administration pour la partie stratégie, dont il m'accompagne bien sûr au quotidien. Génial. D'ailleurs, tu parles de Jérôme Félicité, mais c'est rigolo parce que dans notre podcast en off, on parlait aussi, et vraiment, il adore les entre guillemets jeunes profils dynamiques, parce qu'il trouve que c'est ce qui fait bouger les choses, un petit peu les codes. Et du coup, ça m'étonne pas non plus, après de ce que je sais, qu'il t'aille aussi donné ce vote de confiance. Et puis je trouve que ça, c'est une belle histoire, malgré tout ce qui s'est passé en amont. À 30 ans, c'est quand même un sacré challenge. C'est un gage de confiance du coup qui t'est donné pour prendre les rênes de l'entreprise. C'est beaucoup de pression aussi, j'imagine. Comment gères-tu cette pression au quotidien et les responsabilités qui viennent avec ton poste justement ? Alors oui, c'est beaucoup de pression, beaucoup de responsabilités. Il faut s'y faire. Pour être tout à fait franc, au début, c'est pas tout simple. On imagine bien. Alors, c'est tous une image un petit peu de ce que fait un directeur général ou ce que fait pas un directeur général. Ce qui est assez sûr, ça personne n'a menti sur la marchandise, c'est beaucoup de pression, beaucoup de longues heures de travail. Pour réussir, je pense que l'élément important, et ça, je suis assez sûr que c'est le cas pour la grande majorité d'entreprises de notre taille, c'est qu'on n'est pas seul. On n'est pas seul en haut. On a un comité chez Gérofinance, qui a un comité de direction composé de directeurs extrêmement compétents et autonomes dans leur domaine. Je vais plus agir en tant que chef d'orchestre et puis de décision finale pour ce qu'on doit faire.
J'ai le défaut et de mon avantage, j'adore l'immobilier, j'en ai fait depuis tout le temps, donc je suis comme beaucoup dans l'opérationnel, en gestion, contact client et autres, mais ça change pas en termes d'organisation avec cette couche du comité de direction, et puis de nos cadres, de tous nos sous-directeurs, on en a une vingtaine en tout dans notre structure, qui m'aident finalement, qui gèrent les régions, qui gèrent les régions, exactement. Ça c'est important. Mais ça c'est le côté professionnel. Je pense que sans côté privé, ça marcherait pas non plus. Donc tout le monde le dit, il faut trouver une bonne balance. Simple à dire, un peu plus compliqué à faire avec ces postes-là, mais ça marche bien en tout cas de mon côté. Génial. J'ai le plaisir d'être papa de 2 filles, dont de 3 ans et d'1 an. Merci. Et c'est important de pouvoir un peu trouver cette balance pour travailler sur le long terme. Le work-life balance. Exactement. Alors je pense que c'est pas ton cas de tous les jours, mais en gros t'as la pression la semaine et de temps en temps le dimanche tu la bois cette pression. Exactement. Il le faut, c'est important. Trop bien. Du coup, pour rebondir par rapport à ce que tu dis, quel est ton style de management finalement? Alors, je pense d'être quelqu'un d'assez accessible. C'est ce que j'ai vécu avec mes anciens cadres et responsables. C'est ce que j'ai toujours mis en application. Alors avec mes premiers pas dans le management, il y a quand même plusieurs années maintenant, où j'avais une responsabilité de service. On était 11, je crois, on était une dizaine de personnes. Vraiment de pouvoir avoir la porte ouverte, être accessible, être proche des équipes en cas de problématique. Un management par l'exemple. Et de nouveau, ça vient, je pense, de mon passé d'assistant et de gérant d'immeuble finalement, où c'est important de se dire, on sait ce que c'est. Et puis quand on a besoin d'aide, il faut être là. Il faut être là pour les collaborateurs, pour les cadres. Un peu plus compliqué de le mettre en application quand il y a plus de personnes. À Puy, j'ai une responsabilité de l'agence de 55 personnes. On l'a monté après avec les autres agences plus petites et périphériques sous le canton de Vaud, Fribourg, Neuchâtel et le Valais avec à peu près 80 personnes. Oui. Donc c'est sûr qu'il y a une organisation un peu différente pour garder un peu cette proximité, cette accessibilité. Oui. Et un autre niveau maintenant qu'il y a 300 collaborateurs. Mais je crois que ça fonctionne assez bien. De se dire, il y a vraiment, venez, il y a un problème, je sais, on pourra y répondre, je ferai tout en tout cas pour le faire. Mais à l'inverse, une difficulté un peu plus de gouvernance pour pas tomber dans ce micro-management, oui, et puis déranger nos process internes et toujours se reposer sur mes cadres là-dessus. Génial. Et aujourd'hui, quels sont brièvement les services que vous proposez, même si vous êtes assez connu dans la place? Alors nous on a la particularité d'être dans le groupe scindé par métier. Donc Gérofinance Régirone, on fait que de la gestion immobilière. Oui. On a tout un axe assez important de gestion traditionnelle d'immeubles, de l'eau isolée en résidentiel. Ce service-là, on le fait et c'est vraiment notre philosophie de pouvoir garantir notre structure, une grande structure professionnelle qu'on a, mais garder une proximité client et régionale extrêmement proche. C'est pour ça qu'on a 9 agences en tout, avec des responsables chaque fois régionaux, qui permettent vraiment d'avoir la connaissance et de nouveau de pouvoir profiter un peu de nos structures et nos services supports de taille, toujours avec cette proximité client et régionale. En parallèle à ça, on a tous nos services spécialisés et on profite également de notre taille et de notre rayonnement pour vraiment des équipes qui peuvent se spécialiser dans les domaines particuliers. Mais sur le juridique, le contentieux, on a également un service de valorisation d'immeubles pour la partie énergétique, et puis un gros service de mise en valeur d'immeubles neufs très actif tant à Genève que sur le canton de Vaud. On a vu notre projet dernièrement. C'était il y a Cité Léopard à Genève. Iris, oui. Vous avez fait le Gilles Mallet dernièrement. Exactement. Ouais, on est en plein dedans. Le Gilles Mallet, on a pu faire aussi Velazzo à Châtel-Saint-Denis. Aussi, oui. Et puis effectivement Osiris qui était aussi un gros morceau, et bien sûr avant ça encore le Quartier de l'Étang qui était un des tout gros qu'on a pu mettre en place, qui était assez formateur. Et puis c'est justement faire profiter un peu de nos expériences de grosses ou de petites mises en valeur. Toujours très, très spécialisé avec un service marketing interne et une partie externalisée avec nos équipes toujours régionales qui peuvent faire ces mises en valeur là. Génial. Et quel est le lien aujourd'hui parce que je vois là derrière toi 2-3 brochures Barnes, quel est le lien aujourd'hui entre Barnes et Gérofinance? Alors, comme je disais avant, on a chacun nos spécialités, excusez-moi. Pareil, tant pour Barnes, Gérofinance, Barnes commercial, on a également Aznar qui est proche du groupe, on avait Diffea. Oui. Donc chacun fait son métier. Le nôtre, c'est gérer des immeubles, tant des copropriétés que des bâtiments locatifs. Ceux de Barnes, c'est de vendre, bien sûr, vendre des biens, que ce soit des immeubles de rendement ou des biens résidentiels. Donc c'est nos partenaires, c'est nos collègues, on va dire. C'est des sociétés séparées, qui ont des structures complètement autonomes. Donc ils ont leur direction. Ils ont leur service support, leur RH, tout ce qui va avec. Par contre, on est partenaire exclusif. D'accord. Nous sommes les gérants, ils sont les courtiers.
Génial. Et avec plus de 300 collaborateurs, enfin environ 300 collaborateurs sous ta direction, quelles sont tes stratégies pour maintenir une culture d'entreprise qui est forte et unie finalement? Ça doit pas être évident tous les jours. Alors, je sais qu'il y a des comités loisirs dans d'autres gérances, etc. Mais comment vous le faites, vous, aujourd'hui? C'est un sujet très d'actualité chez nous. Pourquoi? Parce qu'on a une histoire quand même assez atypique en termes de croissance. La taille qu'on est aujourd'hui, c'est quelque chose de récent dans notre histoire, si on veut. Oui. On est le fruit de plusieurs acquisitions et rapprochements de régies. La dernière en date était Régie du Rhône en 2019, donc Gérofinance Régie du Rhône, qui étaient deux régies de taille similaire. Donc on peut pas en parler de fusion ou d'absorption en tant que telle. Concrètement, on vient chacun avec notre ADN, on vient chacun avec nos collaborateurs, nos processus. C'est pas évident d'ailleurs. C'est pas évident et on est cette année. Alors on fusionne de manière juridique au 30 juin, donc dans quelques jours. Et il fallait vraiment créer, on doit encore recréer aujourd'hui notre nouvel ADN, on va dire. Donc c'est pour ça que c'est un sujet particulièrement d'actualité, de savoir comment on peut reprendre qui est issu de notre histoire, mais aussi qui sera issu de notre stratégie future. Oui. Et c'est un élément qu'on travaille du coup, qui passe par beaucoup de communication à l'interne pour bien que les collaborateurs à travers le service RH, j'imagine, qui doit RH, marketing aussi, on a le marketing qui est dessus, on a une newsletter, on dit newsletter, c'est un peu faux, mais une newsletter corporate assez large qui va prendre pas mal d'informations, entre autres stratégiques, des chiffres, mais également un peu de formation et autres qui se fait. Et après, c'est majoritairement et par nos actions. Il faut qu'on puisse avoir une logique, que nos collaborateurs le retrouvent. Ce qu'on leur demande, c'est ce qu'on communique. Et puis dans les actions qu'on met en place, que ce soit des engagements, des nouveaux processus, des nouveaux services qu'on donne, ça suit cette logique d'ADN d'entreprise finalement. Créer un fil rouge pour mener à bien finalement cette fusion, et vous êtes en plein dessus. Exactement. J'ai lu aussi que tu as un brevet fédéral d'expert en estimation immobilière complété par un diplôme immobilier en énergie, te permettant d'acquérir du coup une réelle expertise dans ce domaine-là. D'ailleurs, tu m'en parlais au début du podcast. Est-ce que c'est un pôle que vous avez développé ou vous êtes en train de développer? Oui. Alors, comme je disais au début, j'ai été engagé à la base pour ça. C'était un peu mon bébé, mon projet. Ta couleur préférée. Ouais, exactement. Et j'étais venu donc en proposant un service de valorisation. J'avais appelé à l'époque valorisation d'actifs. Oui. Ce que je voyais en tant que gérant qui prenait partie à la gestion courante de l'immeuble, c'était une problématique d'une part des attentes des clients sur la gestion du bien. Oui. C'est important de pouvoir trouver une stratégie, une logique dans tout ce qui se fait, et l'incapacité souvent de nos équipes de pouvoir les mettre en application parce que comme gérant, c'est les téléphones, c'est les rendez-vous, il y a beaucoup de connaissances qui évoluent énormément, surtout légales, subventions et autres. Donc on voyait un peu un certain écart qui se faisait entre ce qu'on devrait faire et ce qui se faisait concrètement sur le terrain. Okay. Et c'est là où je venais avec ce service supplémentaire qu'on a gardé d'ailleurs, comme je disais, je suis resté peu de temps finalement avant de passer responsable d'agence. Mais on a engagé quelqu'un, Pascal Wegmuller, à l'interne, qui a pu se développer. On l'a renommé d'ailleurs le service vert, valorisation, énergie, rénovation. D'accord. Qui sert justement de support aux équipes pour les questions un peu plus techniques, majoritairement énergétiques, mais ça peut être d'autres problématiques. Ils auront un rôle de rapport, de valorisation, donc presque de conseil, on va dire, aux clients pour dire concrètement qu'est-ce que vous devez faire. Oui. C'est simple, vous avez le bâtiment qui doit absolument être rénové, ça, tout le monde le connaît. Par contre, il y a le bâtiment qui va devoir être rénové dans 8 ans, celui qui consomme un petit peu trop, et on ne sait pas trop pourquoi. Il y a toutes ces catégories, on réalise que si on fait bien notre travail, quasi sur chaque bâtiment, il y a une action à faire, plus ou moins grande. Donc, ils font tout ce travail-là de rapport. Ils vont pouvoir exécuter. Ça, c'est l'autre point important de ce service. Il faut absolument on a entendu beaucoup, il y a des yakia, ça serait bien non, il faut le faire. On vous dit ce qu'il faut faire et on va le faire. Donc, on va faire les rénovations directement à l'interne. Si c'est des rénovations lourdes, on parle de surélévation et autres, on va faire que du pilotage. Ça sera des entreprises externes qui le font. Et puis, la dernière nouveauté qui est intéressante pour nous, c'est le suivi énergétique, qui vient tout à la fin, de se dire, on a fait une rénovation énergétique. Oui. Concrètement, voici ce qu'on a gagné en énergie. Et puis, si les éléments qui sont pas logiques, ou des surconsommations et autres, on va pouvoir les corriger. Puis après, il faut avoir l'impact de valorisation. Là, mon brevet d'expert m'aide beaucoup là-dedans. De dire, mais c'est quoi l'impact sur votre valeur d'immeuble? Vous avez mis 1 million sur la table. Ce qui est le nerf de la guerre. Guerre. Ouais. Du coup, vous avez le département qui est en place, hein. Et est-ce que tu peux nous en dire plus aussi sur le projet de digitalisation Unity que vous avez lancé?
Oui, alors on a lancé ce projet Unity, c'était en 2021, qui un nom interne, Unity, sur un projet assez vaste, qui avait vraiment pour le but c'était notre virage digital complet. Oui. Et on a dans nos stratégies de pouvoir faire profiter tous les prestataires et partenaires, que ce soit du locataire, du fournisseur ou propriétaire, une expérience digitale un peu intéressante et un petit peu différente. Mmh. Donc ce qu'on a fait avec ce projet qui a commencé du coup en 2021, oui. On est passé sur une GED complète, c'est la première étape. Mmh. Et la deuxième, c'était de pouvoir créer un logiciel in-house, développé avec une entreprise externe, mais c'est notre logiciel, qui permettait de récolter toutes les données et de permettre à tout type de prestataire de pouvoir y accéder via des plateformes spécifiques. Ok. Donc la première, c'était Unity Desk qu'on a mis en place. C'est nos collaborateurs qui l'utilisent maintenant depuis plusieurs mois. Et Unity Locataire qui arrive le mois prochain, qui permet aux locataires de pouvoir se connecter, faire des tickets, voir leur situation financière, demander des éléments sur leur bail, voir leurs documents. D'accord. Et Unity Propriétaire qui arrive en fin d'année. Donc c'est vrai une digitalisation de A à Z par rapport à tous les clients que vous avez, que ce soit locataire, client propriétaire ou copropriétaire aussi, tu m'en parlais, c'est vraiment de A à Z. Parce qu'on sait que le nerf de la guerre aujourd'hui, c'est la data. Et puis je pense que c'est une bonne chose. Et toutes les gérances immobilières de taille moyenne ou de grosse taille sont en pleine transition digitalisée. Et je pense que c'est une très bonne chose. Dans un de tes articles, j'ai lu, tu dis que notre métier évolue et s'occupe aussi de la sociabilisation des quartiers. Qu'entends-tu par là? Est-ce que tu peux m'en dire plus? Oui, ça reste, notre métier évolue, ça c'est un fait bien établi. Je commençais l'immobilier il y a un peu plus de 15 ans maintenant, c'était déjà bien différent, j'imagine pas ceux qui l'ont fait il y a déjà 20 ou 30 ans, donc c'est un métier qui évolue énormément. La dernière nouveauté qui est assez intéressante, je trouve, c'est dans le concept de développement urbain, on fait beaucoup, on construit quasiment exclusivement des quartiers en tant que tels. C'est une volonté politique de pouvoir construire vraiment des quartiers, souvent des éco-quartiers qui ont une logique sociale derrière ces quartiers-là, et qui sont surtout de taille de plus en plus grande. Et ce qu'on voit, c'est qu'en tant que régie, on a un mandat de gestion de parcelles de dépendance qui va souvent maintenant beaucoup plus loin, où on parle de social et on parle d'organisation d'une vie de quartier. Et ce qui était intéressant, c'est on voit que la seule personne, le seul acteur qui est là au début puis qui restera in aeternam, c'est la régie. Tout à fait. Ouais. Finalement, le constructeur fait une chose, le pilote en fait une autre, le développeur, tout va se faire, mais concrètement à la fin c'est la régie. Donc c'est pour ça qu'on a intervenu très tôt. Il faut que ça vive, exactement. Sinon on vient sur des cités dortoirs qui sont pas du tout la volonté politique ou de développement. Donc on a vraiment ce nouveau rôle, on va dire, qui est de plus en plus développé. On le fait en place pour le quartier de l'Étang. On était donc un produit exclusivement du groupe, mais on le fait également pour les mises en valeur qu'on en parlait tout à l'heure. Quasi à chaque fois, on est tout dernièrement rentré dans un appel d'offres à Genève sur ce même concept de dire qu'est-ce qu'on peut faire un peu différent, comment on peut faire vivre les choses différemment. Et c'est des associations de quartier, c'est des applications communicatives entre locataires. Donc c'est presque de plus en plus un rôle, on va dire social, qu'uniquement de gérance. D'accord. Ok, trop bien. Merci beaucoup pour ce point. Quels sont, selon toi, les principaux défis et opportunités pour le secteur immobilier en Suisse romande dans les prochaines années? Alors, le défi de développement, on va dire, ça c'est le premier. Concrètement, on a une pénurie de logements sur les centres urbains ou les gros centres urbains, que ce soit à Genève ou Lausanne. On va devoir développer, et aujourd'hui, on voit que même en se mettant en mettant toutes les chances de notre côté et l'énergie qu'il faut, on n'arrive pas forcément à la rapidité qu'on veut. De notre côté, ça se traduit par de plus en plus en tant que régisseur, donc une relation un peu plus conflictuelle avec nos locataires. Plus le marché est tendu, plus on va être un peu dans la confrontation. Ce qui est négatif au final pour le propriétaire, négatif pour le locataire. Je parle plus en tant que chef d'entreprise, très négatif pour mes collaborateurs. C'est un métier dur, concrètement. C'est un métier où on s'occupe de problèmes, donc faut être tout conscient. Sauf quand on a un appartement, là on est... Et là, on est content. Très gentil. Donc, la signature des baux, ce sera la meilleure partie de la journée. Mais par contre, la coupure d'eau chaude le vendredi après-midi, c'est pas très agréable. Pas très agréable pour celui qui le vit, mais aussi pour celui qui est au bout du téléphone et qui doit régler les problèmes. Et c'est qu'on voit une méthodologie une approche locataire complètement différente, historique, selon les régions. Et j'ai eu le plaisir de le découvrir quand j'étais responsable de toutes les régions vaudoises et périphéries. C'est sûr qu'un immeuble à Fribourg, la relation locataire à Fribourg a rien à voir qu'au centre de Lausanne. Et je trouve malheureusement que plus le marché est tendu, plus on est un peu sur cette confrontation. Et c'est un rôle où nous, on doit vraiment pouvoir changer un peu notre
notre manière de faire, et c'est un de nos défis en tant que régisseur, d'être facilitateur de discussion de plus en plus, de pouvoir prendre du recul. On est là en tant que professionnel pour essayer de trouver le meilleur arrangement de propriétaires et locataires. On représente bien sûr les propriétaires, mais ça change pas qu'on a un regard sur nos locataires. Bien sûr. Et s'assurer qu'on est moins dans le conflit, qui même au final, le conflit est très souvent péjore très souvent le propriétaire. On a des lois qui sont pour le locataire, ça c'est pas un secret. Donc on doit pouvoir un petit peu être cette jauge et être très souple là-dessus. Ok. Et on sait qu'il y a pas mal de turnover dans les régies, dans toutes les régies d'ailleurs. Comment tu l'expliques? Est-ce que tu vois toi des différences entre les profils plus jeunes et plus seniors dans ton entreprise? En parlait. Tu viens de me dire que justement il y a beaucoup de locataires qui appellent. Quand ils appellent, c'est pas forcément, c'est souvent plutôt pour se plaindre parce qu'il y a un souci. Et puis ça, forcément, au bout d'un moment, ça a un impact sur les collaborateurs parce que de 9h à 17h, se faire, entre guillemets, engueuler tout le temps, ça doit pas être évident. Est-ce que toi, globalement, est-ce que tu ressens quelque chose? Comment tu l'expliques? Est-ce que tu vois une différence, justement, entre ces profils plus jeunes et plus seniors? Alors, je pense qu'on est devant une double problématique. Okay. On a celle que tu disais. Donc oui, on est un métier beaucoup dans le conflit, ce qui va mener un petit peu une fatigue des collaborateurs. De nouveau, c'est un métier dur. Et malheureusement, on n'a pas beaucoup de départs à la retraite, particulièrement copropriété d'ailleurs. Ouais. On voit que c'est d'autant plus dur pour ces personnes-là qui sont beaucoup dans la médiation, beaucoup dans la discussion, et puis avec des horaires pas évidents. Avec des horaires pas évidents. Beaucoup d'assemblées générales. Et malheureusement, c'est des changements professionnels. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit, mais également dans la partie locative. Donc c'est une des raisons de ce turnover. Et le deuxième, il est générationnel. Est-ce que c'est exactement ce que tu disais? On voit aujourd'hui les attentes d'un collaborateur, surtout dans ses débuts de carrière, c'est de toucher plusieurs régies, d'avoir beaucoup d'expérience et des rotations qui vont faire de 2 à 3 ans. Ce qui est particulièrement péjorant pour nous, parce que on commence vraiment à maîtriser notre portefeuille après 2 ans. C'est un peu ce que je dis. La première année, on a l'impression de le maîtriser, mais c'est après 2 ans qu'on prend vraiment du plaisir. On connaît nos propriétaires, on commence à connaître nos locataires, on sait les problématiques, on arrive à planifier, à travailler plus de stratégie que juste de gestion courante. Ouais. Et malheureusement, pour ces jeunes profils, c'est là où ils partent. Et c'est le moment où on dira, non, on va rester parce que ouais. Soit pour une raison, alors avec l'expérience que j'ai, je trouve, tu me dis si je me trompe, il y a 3 axes. Il y a, à mon avis, déjà la culture d'entreprise. Par certaines ont peut-être l'air un peu plus cool que d'autres. Après, c'est complètement financier. Et puis après, effectivement, c'est entre guillemets soit la charge de travail, soit le côté, la pénibilité du job qui fait que la personne veut aller voir ailleurs, mais de temps en temps, l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Non. Alors, et ça, on le voit aussi dans les différents profils. Le profil un peu plus senior, qui sait très bien que c'est notre métier. C'est souvent pas l'entreprise qui pose problème. Ça peut être financier. C'est plus au niveau des jeunes profils pour des possibilités d'évolution. Et ça vient dans notre réflexion qu'on a eue. Comment on peut faire pour garder nos collaborateurs? On a travaillé sur 2 axes. Le premier qu'on met en application là, d'ailleurs c'est tout récemment, c'est d'avoir des conditions très flexibles. Et d'axer vraiment sur la clientèle. Aujourd'hui, on met en application, on va passer sur les horaires 100% flexibles. La seule chose qu'on demande, c'est que le téléphone soit répondu, qu'il y ait toujours quelqu'un durant les horaires de téléphone, et que ça fonctionne. Finalement, quand ça fonctionne, finalement, on est libre. On est responsable. Aujourd'hui, ça, c'est tout l'avantage aussi de nos générations. On responsabilise les gens, on peut se responsabiliser les gens. Et faut en profiter. Et à l'inverse, pouvoir donner du mou en termes de flexibilité, des horaires, des heures supplémentaires, des récupérations qu'on peut avoir. Et l'autre axe, c'est permettre, et ça c'est un peu plus compliqué à mettre en application, mais on travaille ardemment à ça, c'est permettre une flexibilité, une agilité en termes de structure. Okay. Pour permettre une personne qui va arriver, on sait à l'époque, une personne venait, faisait 5 ans, après demandait peut-être un poste de gérant junior, puis elle faisait 5 ans, puis après demandait peut-être un poste de gérant. Aujourd'hui, un bon, et c'est ceux qu'on veut absolument garder, après 6 mois, il va se poser des questions. Après une année, il va te dire, bon, ça serait bien d'avoir. Puis si 1 année et demie après, on lui a pas pu lui promettre au moins une perspective d'évolution, au moins même une promotion, souvent ils vont partir à la concurrence parce que le permettront. Parce qu'ils sont formés, ils ont eu le brevet. Exactement. Ce qui est une suite logique, on le voit beaucoup. Mais bon, t'es le bon exemple que tout est possible, finalement. Et puis qu'en faisant la carrière, en faisant les bonnes formations, on peut y accéder. Et je trouve d'ailleurs que le mot responsabiliser est un mot très important aujourd'hui dans ces nouvelles générations, parce que sinon, effectivement, je pense être un peu plus compliqué de tenir ces jeunes profils dans les agences immobilières. Tout à fait, qui sont l'avenir, oublions pas. Et qui sont l'avenir, surtout. Et tu me disais aussi également qu'il faut pas se cantonner au day-to-day, parce que 300 collaborateurs, c'est pas évident. Faut pas faire du micromanagement. Comment envisages-tu l'avenir de Gérofinance, toi, en termes de croissance et d'innovation?
Alors, les deux axes sont intéressants. La croissance, on a vécu une année de croissance de folie. Ouais. D'un point de vue groupe et nos différentes structures. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'on arrive à une vitesse de croisière qu'on voit un peu plus lente pour permettre vraiment de pouvoir faire de la qualité sur du long terme. Une croissance régionale importante, c'est sûr qu'on est maintenant un acteur qui est sur tous les cantons romans, excepté le Jura. Donc on a cette croissance, on va dire géographiquement un petit peu organique un peu partout. Et après en termes d'innovation, c'est là où on veut vraiment pouvoir le faire. C'est une question alors. Ma place ici, on fait entre autres partie de cette stratégie d'innovation, trouver de nouvelles idées, comment gérer autrement, et surtout axer sur de la plus-value. Et il faut se poser la question qu'est-ce qu'on veut aujourd'hui. Il faut pas faire quelque chose parce qu'on l'a toujours fait. Il faut faire quelque chose parce que ça vaut la peine. Le digital rentre dedans, bien sûr. C'est comment on va pouvoir et l'intelligence artificielle, on espère, nous aidera là-dessus. Comment pouvoir faciliter tout ce travail non à plus-value, mais qu'il faut quand même faire, administratif entre autres. Et comment on peut se centraliser sur ce qui a vraiment de la valeur. Et c'est là où ma casquette d'expert en estimation immobilière intervient. Et c'était un peu le but, c'est de dire, mais pour moi, ce qui a de la valeur, c'est la valorisation du bien pour un propriétaire. Le but finalement qu'on a indirectement en gérant des immeubles, c'est de s'assurer que l'immeuble perd pas de la valeur, ou encore mieux puisse en prendre. Et ça, c'est un axe qu'il faut absolument pouvoir prendre. Et je suis assez sûr que dans 10 ans, ça sera la régie de demain, ce sera pas celle qui fait état des lieux, celle qu'on voit des QR, c'est celle aussi qui va conseiller, qui va prendre les devants, une gestion proactive pour trouver des solutions et puis trouver de nouveaux axes de travail. Donc c'est un petit peu ça. Alors, c'est des beaux mots, c'est un joli discours à dire devant un micro. Concrètement, comment on le fait, comment on doit le faire tous les jours, et ça passe. Alors on revient sur notre ADN et on est dans notre ADN en termes d'innovation. C'est ce qu'on dit aux collaborateurs. C'est pas que tu mettez ses bonnes idées tout en haut qui va pouvoir les pousser. Ça passe par notre comité de direction, les directeurs, mais ça passe surtout par les collaborateurs. Venez, on est friands de ça. Venez nous remonter les informations et c'est ce qu'on leur dit. Ça marche assez bien. On essaye de faire des groupes de travail avec des personnes dans le courant, donc vraiment de pouvoir dire allez, on prend un assistant, on prend un gérant. Quels est les éléments qui posent problème, typiquement sur Unity, c'est eux qui ont créé finalement Unity, et ça rentre un peu dans notre politique d'innovation sur du long terme. D'ailleurs, alors je sais pas si je peux le dire, c'est un peu je sais pas si c'est dans le secret des dieux ou autre, mais vous avez quand même engagé un profil qui était un très bon profil, qui s'appelle Julien Dizeran. Je lui passe un coucou vu que c'est un ami et que c'est vraiment un expert en digitalisation, en évolution technologique. Donc je pense que là vous avez déjà un joli profil et ça montre par la preuve que vous êtes vraiment dans ce schéma-là et puis que c'est pas que du blabla finalement. Et on doit pouvoir le faire parce que les idées encore sont il faut les avoir, mais mais après faut avoir la technique. Ça prend 3 minutes à les avoir. C'est clair. Maintenant comment on l'applique, ça prend des heures, des jours, des semaines, des années. Et c'est pour ça qu'on a alors à l'interne un pilote, Julien, effectivement, très content de l'avoir à l'interne, qui amène son expérience sur les différents projets qu'il a pu faire, qui est aujourd'hui très axé sur Unity, mais demain sur d'autres technologies. On va pas s'arrêter à ça. Unity s'arrêtera sûrement jamais. L'intelligence artificielle, enfin voilà, il y a vraiment exactement comment on peut faire et puis on est ouvert à tout type de nouveaux logiciels. On voit que ça il y en a pléthore, il y en a partout, donc on les analyse, qu'est-ce qu'on peut faire et de nouveau toujours la question comment on peut faire différemment. On veut juste pas faire différent pour faire différent, on veut faire différent pour faire mieux. Tout à fait. Donc il faut savoir comment on peut faire mieux, puis après comment on les applique. Génial. Et alors 2 dernières petites questions est-ce que tu aurais des conseils pour un jeune qui débute dans l'immobilier et qui souhaite peut-être avoir une carrière finalement comme la tienne? Ouais, bien sûr, beaucoup de conseils à leur donner. Je pense que le premier, faut se former de manière ou d'une autre. Il n'y a pas besoin d'être, j'étais pas académique, il n'y a pas besoin de faire forcément des grandes études. Par contre, c'est sûr qu'il y a une couche de compétences à avoir et ça passe souvent par des formations obligatoires. Mais pas que, ça passe aussi par le terrain. Donc il faut pouvoir travailler, il faut pouvoir un peu s'y mettre. Et ça, c'est un peu, on voit certaines retenues pour des gens qui n'est pas forcément un problème, mais peut-être une incohérence des fois en disant là je voudrais pouvoir monter, c'est super, faire plein de choses. Par contre, je voudrais plutôt, si possible, pas travailler les vendredis. Et puis les heures sup, ça m'intéresse pas trop. C'est pas un problème en soi, concrètement. C'est ce qu'on doit permettre nous en tant qu'employeur, pas de souci. Vous êtes là pour travailler 8 heures par jour. On vous oblige pas à faire plus. Par contre, à l'inverse, c'est sûr que si on veut monter, il faut un petit peu avoir la niaque. Et de nouveau, c'est un peu ce que je disais au début. Il faut être curieux, il faut un peu se renseigner. Les choses vont pas tomber tout seul dans les mains. On nous oser bien et puis je le fais toujours moi quand on me pose une question, je n'ai aucune idée, on ressort les livres, on ressort les classeurs, on regarde un petit peu comment ça fonctionne. Tu n'utilises pas de ChatGPT? J'utilise pas de ChatGPT, non, pas encore en tout cas. Trop bien. Ok. Donc surtout se former.
Surtout se former, et puis montrer qu'on a envie. Ça, je pense, c'est important. C'est un gage de confiance, finalement, pour la personne qui te donne ce vote de confiance. Oui. Puis il faut comprendre qu'on est face, mais nous aussi, cadre a beaucoup de problématiques. Et puis qu'on a une personne qui arrive motivée, qui un peu transpire de la bonne humeur, de la motivation. On leur dit, mais go, c'est super, allez-y, quoi. On donne les clés du camion, on va un peu bien sûr les cadrer. On va même plutôt, c'est le bon problème, les freiner si on voit que ça va trop vite. Mais ça, c'est des super profils. Et c'est là que je peux vraiment conseiller en termes d'évolution. Et après, ça serait aussi bien parler. C'est un truc qu'on perd un petit peu avec nos cadres. Faut pas avoir trop peur de dire en entretien. J'en fais beaucoup, bien sûr. Mais qui a été dit, c'est comme vous voyez dans 5 ans, c'est des phrases bateau. Mais en fait, c'est pas si bateau. Faut dire la vérité. Et c'est pas un problème. De nouveau, une personne qui dit, moi, je veux rester à ce poste-là, ou peut-être je voudrais évoluer. Non, moi, demain, je veux travaux de place. Pas de problème. Dites-le, puis mettez tout ce qu'il faut de votre côté pour le faire. Et puis, ça marchera, j'en suis sûr. Surtout que c'est un jeune, quand il va te dire où il veut aller, finalement, tu vas lui donner tous les conseils et toutes les clés pour atteindre cet objectif. Oui, puis nous, on va aussi, ça nous permet, alors, toujours dans notre concept d'agilité, de dire, OK, alors, faut faire un peu attention, on se le garde en tête. Cette personne-là, elle voudrait évoluer. Alors, bien sûr, on va regarder s'il a les compétences, s'il a le potentiel, et c'est souvent du soft skill, qu'on a besoin. Tout le reste, ça s'apprend finalement, mais les soft skills, c'est un peu plus compliqué à acquérir. Et on se garde en coin de la tête en disant, bon, on sait que peut-être dans 1 année, 2, 3, 4 ans, et on va placer un brevet ici, on va devoir un peu le former, on prend un peu le charge, un peu de notre responsabilité. Et ça peut de nouveau être pas forcément managérial. Ça, c'est notre défaut sociétal presque, parce que c'est une personne qui monte, qui gère des gens. Une personne qui est un bon gérant, il n'est pas forcément un bon manager. Et on essaye de plus en plus. C'est pas évident parce qu'on est dans les. Et un bon manager n'est pas forcément un bon leader aussi. Exactement. Tout à fait. Il faut réussir un peu à mettre les jauges et puis se dire, on peut trouver d'autres choses. Un collaborateur qui va monter. On voit la relation humaine, c'est pas forcément ce qui le fait vibrer. Et ça peut être un gérant d'immeuble senior qu'on va donner des projets. Typiquement, on va l'intégrer dans des projets pour qu'il fasse partie de son expérience. Il peut former des gens, il peut faire plein de choses, qui est pas forcément que du management. Trop bien. Et finalement, c'est la dernière question. Est-ce qu'il y aurait une question que tu aurais voulu que je te pose, ou est-ce que tu as une anecdote à raconter? Non, moi je crois qu'on a fait un beau tour de tout ce que j'avais à dire. Génial, écoute, merci beaucoup. Bienvenue dans la communauté Rally Sender. C'était vraiment cool, déjà d'avoir un profil comme le tien, parce qu'on en a pas tous les jours, notamment dû à ton âge. Donc c'était hyper intéressant. J'espère qu'on pourra faire le point d'ici 2-3 ans, voir si tout ce qu'on a mis, tout ce que tu as dit et appliqué sera en route. Avec grand plaisir. Et puis beaucoup de succès pour la suite. Et merci beaucoup. Merci Joël.